que ce soit Nicolas Sarkozy ou d'autres, aujourd'hui, les conditions, elles sont tellement dramatiques que vraiment, c'est quelque chose qu'on souhaite à personne. Elle fait combien de mètres carrés à peu près cette cellule ? 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, vous êtes 5. Moi, j'aimerais bien savoir qui aurait envie d'aller passer ses vacances dans un Club Med de ce style-là. Parce que la répression, c'est aussi une forme d'éducation. On banalise finalement le bannissement des gens de la société pendant un temps délimité et on estime que ça, c'est la bonne solution pour faire société tous ensemble. Vous revenez d'Israël, vous avez été détenu illégalement. Ils vous jettent au sol et vous avez les bras qui sont en train de brûler contre le bitume. À quoi ça sert véritablement la prison si ça ne sert pas à réinsérer les gens, à faire que la société va mieux ? La prison aujourd'hui, c'est un outil de vengeance collective. On enferme les personnes pour briser la résistance, pour briser un peuple. Si on accepte ce qu'on a vécu là-bas, c'est aussi ce qu'on risque finir par avoir chez nous, en fait, si on ne se réveille pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reboot l'entretien, l'émission qui ne reste pas en surface des sujets qu'on aborde, disponible en vidéo sur YouTube et en podcast sur les plateformes habituelles. Après avoir reçu le sénateur Fabien Gay, puis l'humoriste Guillaume Meurice, c'est Prune Missoff qui est mon invité pour ce 3e épisode. Ex-responsable, jusqu'à tout récemment analyse et plaidoyer à l'OIP, l'Observatoire international des prisons, secteur France pour être précis, elle est rescapée de l'arrestation illégale de la flottille Soumoud par Israël. Passée par la case prison, là-bas, elle est rentrée à Paris il y a une dizaine de jours. Avec elle, nous reviendrons évidemment sur cette expérience particulière qui nous permettra surtout d'engager notre discussion centrale d'aujourd'hui. Il s'agira de questionner notre rapport à la chose carcérale, à la prison, la privation de liberté. Qu'est-ce qu'elle raconte de nos sociétés ? Quel est son rôle dans la recherche de l'ordre, de la punition, mais aussi dans un certain système social de domination, d'une classe sociale sur une autre, dans le cadre français, d'un peuple sur un autre, dans le cas d'Israël, colonisant les territoires palestiniens. J'ai mis les questions à poser à Prune Missoff pour un entretien qui s'annonce passionnant, mais avant de la recevoir, un petit rappel. Cette émission et toutes les suivantes, vous le savez, ne peuvent exister qu'avec vous, qu'avec vos dons. Je suis journaliste indépendant et mon travail ici n'est financé que par vous. Rendez-vous sur gmail.fr/reboot pour en savoir plus. Je compte sur vous. Merci. On appuie maintenant sur la touche et on reboot. Eh bien, bonjour Prune Missoff. Bonjour Djamil. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, dans l'introduction qu'on vient d'entendre, je rappelle que vous êtes ex-responsable plaidoyer et analyse à l'OIP. Déjà, première question pour commencer, c'est quoi l'OIP et c'était quoi pour vous ? Pourquoi en être parti ? Alors l'OIP, c'est l'Observatoire international des prisons, donc section française. C'est une association qui milite pour le respect des droits humains en prison. Donc on a une permanence où on reçoit la parole des personnes détenues et des proches. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans l'accès à leurs droits et de recevoir les alertes en fait sur ce qui se passe de manière ponctuelle ou structurelle dans les prisons françaises. Il y a 190 établissements, à peu près 85 000 personnes détenues. Et nous, on reçoit à peu près 4 500 sollicitations par an. Et à partir de là, on communique auprès de la société civile, auprès des médias. On fait du plaidoyer aussi auprès du gouvernement, du Parlement, pour essayer de convaincre des changements nécessaires au niveau politique et au niveau très concret par rapport aux violations des droits. Vous étiez du coup à ce poste jusqu'en juillet. Plus de 4 ans passés là-bas. Votre nom apparaît encore sur le site internet de l'OIP. Peut-être que vous n'êtes pas encore parti complètement. Vous êtes parti depuis juillet, mais pourquoi avoir quitté l'OIP et est-ce que vous êtes remplacé dans cette fonction là-bas aujourd'hui ? Alors oui, je suis remplacée depuis septembre par quelqu'un qui, d'ailleurs, Julien Fischmeister, qui est un habitué de l'OIP puisqu'il a travaillé sur notamment la dernière édition du Guide du prisonnier, qui est vraiment notre bible sur les droits en prison qui parcours de l'entrée à la sortie de prison pour essayer d'accompagner les personnes détenues, mais de manière politisée, avec aussi des cas concrets. Et il a pris son poste en septembre, pendant que j'étais sur la flottille. Moi, j'en suis partie simplement parce qu'au bout de 4 années et quelques, je pense que c'est bien de changer les dynamiques. C'est un métier qui prend beaucoup d'énergie et qui peut pas, je pense, accepter la lassitude parce qu'il faut toujours avoir des nouvelles idées, une nouvelle manière de présenter les choses et des nouveaux angles d'analyse aussi, je pense qu'on perd avec le temps. Donc vous n'y êtes plus. C'est quoi vos activités aujourd'hui ?
Pour le moment, je continue un peu à faire quelques conférences pour l'OIP et puis je travaille sur un projet de guide du plaidoyer qui devrait être publié d'ici la fin d'année, qui devait là être publié mais qui a été un petit peu retardé vu mes activités. Voilà, et ensuite, je suis pour le moment très ouverte à voir ce qui se présentera. Avant de commencer vraiment la première partie, je le disais dans l'introduction, que vous reveniez d'Israël, donc il y a une dizaine de jours à peu près, où vous avez été détenu illégalement. On en reparlera plus longuement dans l'entretien qui va arriver dans quelques instants, même s'il a déjà commencé notre entretien. Déjà, quelle est la frontière ou quelles sont les connexions que vous faites entre vos activités d'analyste, de plaidoyer pour l'OIP encore maintenant, et ce militantisme et cet activisme-là? Est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'il y a des connexions entre les deux? À titre personnel, moi, la prison, c'est vraiment ce qui m'a politisée. C'est-à-dire que j'étais étudiante, j'ai découvert le Génépi, qui était une asso étudiante qui n'existe plus, qui a été dissoute, mais qui avait pour objectif de décloisonner le milieu carcéral. Et quand j'ai découvert la prison, moi, j'étais pas du tout politisée. Et j'y ai vu vraiment, on l'appelle souvent le miroir grossissant en fait, de toutes les problématiques de la société, sociale, politique, etc. Et donc, moi, je vois un lien très net entre la prison et toutes les inégalités sociales, entre la prison, la domination, la colonisation, etc. Et ça, plus j'ai travaillé à l'OIP, et plus c'était très clair pour moi que la question qu'on ne pose jamais et qui pourtant est centrale, c'est qui on enferme et pourquoi on enferme les personnes. Et dans les prisons israéliennes, c'est extrêmement clair pourquoi on enferme les personnes, pour briser la résistance, pour briser un peuple. Et puis de manière plus générale, peut-être aussi parce que je me suis politisée de cette manière-là, mais je crois beaucoup à la convergence des luttes. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas lutter sur les questions de sexisme, par exemple, sans lutter sur la question du capitalisme ou sur la question de la militarisation. Voilà. On comprend complètement. Et parce que, peut-être une dernière question avant de débuter la première partie. Est-ce que votre parole aujourd'hui, en dehors de cette position que vous aviez, ce poste que vous avez jusqu'en juillet, est différente? Est-ce que vous êtes peut-être plus libre? Je ne sais pas, vous l'étiez sans doute quand vous étiez à l'OIP, mais est-ce que votre parole a changé peut-être après cette expérience en Israël? Enfin, aujourd'hui, votre position est-elle différente dans votre parole qu'il y a quelques mois? Je pense que j'ai encore peu de recul pour me rendre compte. C'est certain que je m'exprime davantage à titre personnel, en tout cas pour ce qui concerne la partie des prisons israéliennes, c'est uniquement à titre personnel, puisque l'OIP n'était pas du tout impliqué dans cette démarche-là. Et ça a certainement changé mon regard sur l'objet prison. Disons que ça a confirmé certaines choses, mais de manière très concrète, puis dans un autre contexte. Après, sur la question des prisons françaises, je pense que ce que je portais à l'OIP, c'était le fruit d'analyse et de ce qu'on récoltait comme matière, qui évidemment est politique, mais qui à mes yeux est aux yeux de l'OIP très objective. Donc cette parole-là, elle est relativement inchangée. Très bien, alors on va commencer tout de suite avec la première partie. Et pour les personnes qui nous suivent sur YouTube, vous avez la possibilité de naviguer dans l'entretien avec les codes temporels dans la barre de lecture. On commence tout de suite. Commençons par donc un état des lieux objectif de la situation des prisons françaises, les nôtres ici. Au 1er octobre, on comptabilisait 84 800 personnes détenues, collectivités d'outre-mer comprises, donc 85 000, vous disiez tout à l'heure à peu près. Et concernant le taux d'occupation, c'est-à-dire la densité carcérale, eh bien, le dernier chiffre qui a été publié, c'était le 1er septembre, il était autour, très précisément en fait, de 134,7%, donc 84 311 personnes pour un peu plus de 62 600 places opérationnelles. De ces chiffres que je viens de rappeler là, on en retient quoi pour vous? J'ai combien de temps pour répondre à cette question? On a 10 ans, mais... ouais. Non, peut-être la première chose, c'est le chiffre en tant que tel, le nombre de personnes détenues, donc à peu près 85 000, qui traduit depuis des dizaines d'années une augmentation continue du nombre de personnes qu'on incarcère. Avec un record en juillet. Avec un record en juillet, en réalité, avec des records sur, je pense, la dernière année, voire les 2 dernières années, des records quasi mensuels, qui se sont, effectivement, il y a eu une toute petite rupture là pendant l'été, parce qu'il y a eu une petite baisse, mais qui remonte directement, là, on le voit le mois qui suit. Mais c'est vraiment une dynamique constante, quoi. C'est pas juste un record en juillet. En général, chaque mois, on parlait de records quand il y a les nouveaux chiffres. Donc ça traduit vraiment une dynamique constante. Sur 40 ans, on a à peu près doublé le nombre de personnes détenues pour 100 000 habitants.
Donc on est passé à moins de 60 personnes détenues pour 100 000 habitants, à peu près 120 aujourd'hui. Et ça répond à des politiques pénales qui sont de plus en plus répressives. Et on pourra peut-être y revenir après. Oui. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, sur le taux d'occupation. Vous avez mentionné le 134%, qui est le pourcentage d'occupation moyen au niveau de l'ensemble des prisons françaises. Oui. Et en fait, ce qu'il est intéressant de rappeler, c'est que dans les prisons françaises, il y a différents types de prisons. Les maisons d'arrêt, etc. Voilà. Il y a beaucoup de et choses. les maisons d'arrêt, quartier maisons d'arrêt, c'est à peu près 70% des personnes détenues qui sont enfermées dans ces établissements, donc une très large majorité. Et là, on a un taux moyen d'occupation qui est de 164% à la même date. Donc, et ces personnes-là, ce sont les personnes qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qui sont encore avec jugées, la présomption d'innocence, voilà. qui attendent leur procès, qu'il y en a à peu près 20 000 aujourd'hui dans les prisons françaises, et les personnes qui sont condamnées pour des peines normalement inférieures à 2 ans. Et donc, ces personnes en particulier sont enfermées dans des conditions dramatiques. Parler de 134%, c'est un peu... disons que ça donne une image erronée parce que ça lisse un petit peu ce qui se passe sur le territoire, alors qu'il y a des établissements où il y a le même nombre de personnes que de places, et ces établissements où en fait il n'y a aucune limite. On va continuer d'enfermer, même s'il n'y a plus de place. Il y a des établissements qui ont déjà dépassé 300% d'occupation. Et d'ailleurs, sur ce terrain-là, la France a été condamnée il y a 5 ans par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, il y a eu, je crois, cette année, de mémoire, j'avais fait un sujet pour l'humanité. D'ailleurs, c'était dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés par écran interposé via Zoom. La France avait été rappelée à l'ordre encore avant l'été suite à cette condamnation-là. C'est quoi cette condamnation ? Ça rappelle et ça contraint à quoi le pays, le gouvernement ? Donc la condamnation, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, janvier 2020, qui va condamner la France pour l'état de ses prisons, conditions indignes et surpopulation carcérale. Et qui condamne la France au titre de l'article 3, qui parle quand même de traitement inhumain et dégradant. Donc c'est extrêmement fort. En général, on résume ça avec le terme torture. Et donc là, on est condamné sur ce qu'on appelle un arrêt quasi-pilote, c'est-à-dire que ce qu'il y est dénoncé, c'est quelque chose qui est structurel. C'est pas juste 1-2 prisons, c'est pas un phénomène exceptionnel ponctuel, c'est quelque chose qui est structurel, et on demande à la France de prendre des mesures qui va permettre de résorber cette situation-là. Et ce statut d'arrêt quasi-pilote fait que vous avez un comité des ministres au niveau du Conseil de l'Europe qui va continuer de suivre et qui va voir si la France prend acte de cette condamnation et si elle l'exécute. Et donc, régulièrement, à peu près 1 fois par an depuis, on a le comité des ministres qui vient regarder les nouveaux chiffres, les rapports des organisations de terrain, etc. Et à chaque fois que ce comité des ministres rend une nouvelle décision, elle rend une décision où elle je ne sais plus le terme exact qu'elle emploie, mais elle se dit ahurie par l'aggravation, c'est-à-dire c'est même pas une stabilisation ou une non prise en compte de la condamnation. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est une aggravation constante, et ça, les chiffres le montrent effectivement très bien tout seuls. Et donc, il y a aussi une actualité sur ce terrain-là qui fait écho à ce que vous dites là. C'est le 12 septembre dernier, le tribunal administratif de Nantes, autant pour moi, confirmait le caractère indigne des conditions de détention, là je le lis, de la maison d'arrêt d'Angers, dénoncé depuis longtemps d'ailleurs. C'est sur le site de l'OIP qui rappelle cette actualité et qui nous dit qu'a été prescrit au ministre de la Justice, donc M. Darmanin, de prendre plusieurs mesures d'urgence pour préserver les droits des personnes détenues, parce que là on pourra en parler, les personnes détenues possèdent des droits, ce sont des citoyens et citoyennes, on en parlera théoriquement. Théoriquement. Ouais. Alors déjà, quelles sont ces mesures et surtout quelles sont les nouvelles en fait 1 mois plus tard? Alors effectivement, il y a la condamnation au niveau européen qui date de début 2020. Vous parliez de celle de juillet dernier qui vient redire à peu près la même chose. Alors ça, c'était même au-delà du comité des ministres. Il y avait une nouvelle condamnation en juillet pour les mêmes raisons. Et en fait, en parallèle, au niveau national, la France est régulièrement condamnée par les tribunaux administratifs, par le juge administratif. Donc on fait des recours régulièrement. Nous, on a un pôle dédié contentieux à l'OIP. On le fait aussi avec pas mal d'avocats ou de syndicats d'avocats. Et l'idée, c'est de porter le non-respect des droits, notamment les questions de surpopulation carcérale et d'indignité des conditions de détention. Et en fait, très régulièrement, il y a autour d'une 50aine de prisons au moins qui a déjà été condamnée, la plupart sur les derniers 10 ans, par les juges français qui disent effectivement qu'il y a un non-respect des droits fondamentaux en prison et qui peuvent
prescrire des mesures, alors qu'ils le font très à la marge, parce que dès que c'est quelque chose de structurel ou qu'ils estiment que ça relève de la décision politique, en fait, ils se dédouanent de la responsabilité et ils disent que c'est pas l'office du juge administratif. Ce qui est extrêmement problématique, parce que parfois, pour venir à bout des violations de droits fondamentaux, il faudrait des mesures structurelles dans la prison, puisque ce sont des problématiques structurelles. Donc en général, on est sur des mesures relativement ponctuelles qui va être repeindre... un peu pansement, vous dites. Voilà, exactement. Ouais. Mais bon, qui a quand même un vrai effet pour le quotidien des personnes détenues, donc qui n'est pas rien, quand elles sont mises en œuvre. Et donc ça répond à la deuxième partie de votre question, mais... Ce qui est dramatique, c'est que quand on a ce type de condamnation, ce qui est déjà pas évident, parce que en fait, il faut nous aller nourrir les preuves, et on sait bien que la parole des personnes détenues est rarement prise avec la même valeur que celle des surveillants ou de l'administration pénitentiaire. Donc ça demande déjà un sacré travail de documentation. Et en fait, une fois qu'on a cette condamnation et ces mesures, ce qu'on n'arrive toujours pas à obtenir à l'OIP, c'est des injonctions du juge qui demandent à l'administration de nous tenir au courant, puisque c'est nous qui avons fait un procès, de nous tenir au courant des mesures qui sont effectivement prises. Ce qui veut dire que là, on entre dans un nouveau processus, qu'il faut que nous, on aille regarder si les mesures auxquelles ont été condamnés le gouvernement sont véritablement mises en œuvre. Et en fait, il suffit que le gouvernement dépose un devis et leur parole est prise... comme telle, quand bien même un certain nombre de fois on se rend compte que leur parole n'est pas fiable. Et donc là, typiquement, on a fait un courrier à l'administration pour savoir quelles étaient les mesures. On n'a pas eu de réponse, ce qui est très classique, et ça demandera probablement nous-mêmes de devoir aller redocumenter pour montrer qu'après tant de temps, le gouvernement n'a toujours pas mis en place les injonctions, et ce qui peut conduire à un nouveau procès pour exécution de la condamnation. Vous dites là que c'est banal, presque classique, cette non-réponse, cette lenteur peut-être de mise en œuvre de certains pansements, rustine sur une roue crevée, si on veut aller au bout de l'image. Comment vous l'expliquez? Enfin, je crois comprendre un peu le début d'une réponse qui pourrait venir, c'est-à-dire que c'est le côté systémique, le côté structurel, vous dites là, mais est-ce que c'est vraiment que ça? Est-ce qu'il n'y a pas de levier autre que là-dessus, en fait, sur lequel qui pourrait être activé pour aller plus vite, pour pouvoir faire vraiment quelque chose? Disons que typiquement, si on obtenait du juge qu'il exigeait que l'administration rende compte de la mise en œuvre de l'injonction, on gagnerait un temps dingue. Parce que c'est-à-dire que quand le juge demande qu'une mesure soit prise dans les 15 jours, on peut suivre en temps réel, et si au bout de 15 jours, la mesure n'est pas prise, ça peut réenclencher soit l'obtention de dommages et intérêts. Enfin, il y a des systèmes qui peuvent permettre de faire payer l'administration s'ils ne mettent pas en exécution les mesures. Et en fait, dans le système dans lequel on est, la question pécuniaire, elle est centrale, parce que quand on touche au portefeuille de l'État, ça engage comme une responsabilité nouvelle de sa part. Après, je pense que une des problématiques principales, c'est pas tant une question de possibilité. On pourra aussi y revenir, mais si on regarde la politique de construction de nouvelles places de prison, on voit que le budget, il est là, et donc en fait, on pourrait très bien décider d'investir cet argent, et c'est des choix politiques. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable manque de volonté politique de mettre un terme à ces conditions indignes de détention. Alors, en juin dernier, pour la préparation du sujet en question dont je révélais tout à l'heure la nature, pour le journal L'Humanité, je me suis rendu en visite inopinée de la maison d'arrêt de Nanterre, en accompagnant la députée Elsa Fossillon, qui possède ce droit de visite inopiné, justement. On regarde un extrait. Combien, ce matin, de détenus? À 1151 personnes détenues. On est à pas loin de 200% de taux de... On l'a même dépassé il n'y a pas si longtemps, mais on est à 200%. Est-ce que là, ça veut dire que dans cette cellule, il y en a 3? Attendez. Là, ils sont 4 en cellule arrivant. Même plus que ça, en fait. Même 5. Il faut qu'on voit ça. Elle fait combien de mètres carrés à peu près, cette cellule, monsieur le directeur adjoint? 10 mètres carrés. 10 mètres carrés et vous êtes 5. Combien d'heures par jour dans cette cellule? 23, après peut-être moins d'heures. 23 heures, peut-être moins d'heures, parce qu'il y a 1 heure de promenade. Et monsieur, je vous entendais dire que les conditions, vous disiez au directeur adjoint que Là, je suis arrivé samedi, regardez, je dors par terre comme un chien. C'est horrible, franchement, c'est horrible.
Et du coup, qu'est-ce qui est le plus dur dans cette cellule L'intimité, on n'a pas d'intimité, madame. On dirait, on vit, je sais pas comment vous expliquer, on vit l'un sur l'autre. On n'est pas à l'aise. Même aux toilettes, on a du mal à aller aux toilettes. On n'a même pas envie d'aller aux toilettes. Donc voilà. Le chef d'établissement a alerté de la situation, a fait un courrier à l'ADI. Les solutions, ça peut être quoi par exemple? Et effectivement, peut-être de travailler sur l'application des réductions de peine. Parce que comme vous le savez, la réforme des réductions de peine a été modifiée. Alors ce n'est pas tant le nombre d'entrants qui va forcément faire monter la population, c'est plus la baisse de sorties. C'est assez contradictoire avec l'espèce de discours ambiant qui parle de laxisme, qui dit que les peines ne sont pas appliquées, que les peines ne sont pas assez longues. Là, ce que j'entends, c'est que vous nous dites justement qu'il y a moins de sorties. Donc ça signifie quand même que non seulement les peines, elles sont appliquées, mais qu'elles sont plus longues. Les peines sont appliquées. Les peines sont appliquées maintenant, voilà. Je ne vais pas me prononcer plus que ça. Il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient de voir là. Il y a à la fois les conditions, clairement, en fait, de détention, et aussi ce que nous dit le directeur adjoint de la prison sur l'application des peines, etc. Peut-être une première réaction sur les conditions de détention qu'on voit dans ces images. Vos réactions? Je trouve que cet extrait, il représente très bien ce que ça a comme conséquences réelles en fait sur les personnes détenues. C'est-à-dire que là, depuis le début, on discute de chiffres de manière relativement théorique, d'augmentation du nombre de personnes détenues, mais très concrètement, c'est hyper important de se rappeler ce que ça veut dire. Et donc là, on voit le quotidien donc, des personnes qui sont en maison d'arrêt, puisque la Nanterre, c'est une maison d'arrêt. Et encore une fois, ça concerne 70% des personnes au niveau national, c'est d'être enfermés dans des cellules. Donc là, 10 mètres carrés, la moyenne en général, c'est 9 mètres carrés. Ils sont 2, 3, voire plus. Là, ils sont 5 dans une cellule de 10 mètres carrés. Vous avez les toilettes dans la cellule qui souvent sont pas ou mal cloisonnées. Donc ça veut dire que même faire vos besoins en fait devient problématique. On entend nous des témoignages de personnes détenues qui ont des problèmes de santé parce qu'ils ne parviennent plus à aller aux toilettes par exemple, ou qui vont sacrifier leur seule heure de promenade dans la journée pour pouvoir aller aux toilettes pendant que les co-détenus sont dehors. Enfin, c'est vraiment se rendre compte concrètement de ce que ça veut dire. Après, on voit la vétusté aussi. Ça aussi, c'est un grand classique des prisons françaises. On voit les murs complètement décrépits. Et puis, je pense qu'il y a des choses qu'on sent pas sur les vidéos, qu'on sent quand on y est. C'est-à-dire même la poussière ambiante, les prises électriques qui souvent sont problématiques, qui créent des risques d'incendie très forts aussi. Il y a eu des reconnaissances par certains tribunaux de ça. On voit le manque de luminosité, on voit le côté étouffant en fait. Faut vraiment pas être claustrophobe pour vivre dans des espaces comme ça. Et puis ce dont on parle peut-être moins dans cet extrait, mais c'est aussi toutes les répercussions psychologiques de cette détention et le fait d'être les uns sur les autres. Alors ils disent que c'est difficile à vivre, mais c'est aussi être complètement coupé du reste du monde, se retrouver sans aucun accompagnement. Normalement, ces personnes-là sont censées être suivies par des conseillers d'insertion et de probation. La réalité, c'est que... Je les ai rencontrés durant leur reportage. C'est vrai qu'ils disent que cette réalité-là elle est symbolique. Enfin, ils n'ont pas les moyens ou pas suffisamment. Alors ça, c'est prévu dans la loi, mais effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à peu près à 60 personnes détenues suivies par conseillers d'insertion et de probation. Aujourd'hui, on est autour de 100. Donc on en est quand même très loin. Et moi, je me souviens d'un chiffre qui m'avait vraiment marqué, c'était les conseillers Pôle emploi, par exemple, pour essayer d'accompagner, pour préparer la sortie. Ils sont à peu près 1 pour 1000 personnes détenues. Et je ne sais plus où c'était, mais il y avait une seule personne qui suivait 900 personnes détenues, qui a fini par quitter son poste en disant en fait je ne peux rien faire pour ces personnes, et qui au bout d'1 an et demi n'avait toujours pas été remplacée. Donc ça, c'est la situation concrète d'accompagnement quand on dit que les personnes sont dans un Club Med. Je trouve que cet extrait, il est très représentatif de... moi, j'aimerais bien savoir qui aurait envie d'aller passer ses vacances dans un Club Med de ce style-là. Et on ne voit pas aussi un point vraiment dramatique de la détention, c'est tout ce qui est lié au quartier disciplinaire. C'est-à-dire que toutes ces personnes, elles sont mises dans ces conditions indignes. Si elles contestent la moindre chose, et par exemple, si elles contestent simplement de retourner dans une cellule surpeuplée, vétuste, où parfois vous avez des nuisibles, où vous pouvez être enfermé avec des personnes fumeurs alors que vous êtes non-fumeuse, 23 heures sur 24 quand même, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Si vous refusez d'entrer dans votre cellule parce que vous dites que c'est pas normal que vos droits ne soient pas respectés, le risque, c'est d'être mis au mitard. C'est-à-dire de passer des jours et des jours dans une cellule qui est encore pire que ça.
Et d'ailleurs, moi, je ne travaille pas sur ce sujet-là, je suis journaliste. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet, mais beaucoup moins de vous, évidemment, c'est pas mon rôle. Et en visitant cette maison d'arrêt, cette prison, je me souviens, il y a quelques mois, du coup, maintenant, j'ai rencontré pas mal, du coup, de personnes détenues, mais pas que, mais aussi des personnes qui travaillent, un médecin, un psychiatre, et j'ai eu la sensation d'évoluer physiquement dans un hôpital public avec des barreaux aux fenêtres. C'est-à-dire que vraiment, cette sensation de... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que ces longs couloirs froids et qui sont décrépits et de voir que subissent... J'ai l'impression... Alors moi, après, à ce moment-là, j'ai une caméra, on ne voit pas tout dans cette position, mais cette sensation de... les personnes là-bas, personnel inclus, même si ce n'est pas la même chose, souffrent d'abord d'un manque de moyens, d'un service public qui est un peu abandonné. Est-ce que le parallèle que je me suis fait dans la tête à ce moment-là tient pour vous ? C'est un service public qui est à l'agonie, très clairement. Et en plus, il y a sur... Alors, c'est difficile... C'est un peu comme la construction de prison. C'est toujours difficile de donner une analyse très mathématique de pourquoi on dit plus on construit, plus on enferme. Mais de la même manière, il y a quelque chose sur le temps long qui se dessine de manière assez claire pour tout le monde. C'est que plus on a diminué les places en hôpitaux psychiatriques et plus on a augmenté le nombre de places de prison. Le médecin en question que nous avons rencontré me l'a dit, ça. Voilà, mais c'est quelque chose, effectivement, que le personnel médical en prison le dit, mais pas uniquement. Il y a des rapports à l'Assemblée nationale qui établissent ce genre de choses. Donc, c'est certain. Après, dans l'ambiance, moi, pour le coup, je ne suis pas spécialiste de l'hôpital, donc c'est peut-être plus compliqué pour moi de faire le parallèle. Certains hôpitaux vétustes, pas tous les hôpitaux publics, évidemment, mais il y a le côté... Oui. Ce côté vraiment... aseptisé, ce côté où ça manque d'humanité en fait simplement, et on a presque l'impression que c'est un objectif. Ça oui, je pense que c'est tout à fait juste comme analyse pour décrire la prison aujourd'hui, parce que quand bien même vous avez des prisons qui sont plus récentes, ça je pense que c'est important aussi de le rappeler, parce qu'on dit constamment on va construire de nouvelles prisons parce que les conditions vont y être plus dignes, mais en fait vous vous retrouvez dans des prisons qui peut-être ont les murs moins décrépits, mais qui vont conserver, voire accentuer ce côté complètement aseptisé, neutre et déshumanisé. Alors, il existe une contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Il s'agit de Dominique Simoneau. C'est une ex-journaliste police-justice à Libération, aussi au Canard enchaîné, nommée contrôleuse par le président Macron en 2020 précisément. Son mandat s'arrête l'année prochaine, il dure 6 ans. Elle a fréquemment dénoncé ce que vous aussi vous dénoncez à l'OIP. Avec quel effet ? Alors, je dirais que malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que notre plus grand effet, c'est simplement de ralentir la fuite en avant. Ça n'enraye pas le mouvement ? Clairement, moi, entre le moment où je suis arrivée à l'OIP, je n'ai pas regardé les chiffres, mais je pense qu'il vaut mieux que je le fasse pas. Entre le moment où je suis arrivée à l'OIP et le moment où j'en suis partie, le nombre de personnes détenues n'a clairement pas baissé. On a été dans une augmentation drastique du nombre de personnes détenues. Donc rien que ça, c'est-à-dire que vous enfermez toujours plus de personnes dans des conditions toujours plus problématiques. Et que dans la société, ça veut aussi dire que politiquement, vous décidez d'étendre votre filet répressif et une logique de... on banalise finalement le bannissement des gens de la société pendant un temps délimité, et on estime que ça, c'est la bonne solution pour faire société tous ensemble. On parle presque de bagne, là. Vous parlez presque de ça, là, hein, si j'ose aller plus loin dans votre propos. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire, je me permets de poser la question comme ça, les gens qui nous regardent peuvent se dire, oui, d'accord, c'est bien beau, elle dénonce les conditions, mais bon, la prison, c'est pas le Club Med, donc les gens doivent souffrir. On va en parler après. Hein. Ouais. Est-ce que c'est l'objectif de la prison ou pas ? Et est-ce que le fait que ça augmente, est-ce que c'est pas parce qu'il y a plus de crimes ou de délits ? Non. non. En fait, mais c'est ça qui est absolument fou, c'est qu'on est sur une dynamique actuelle qui repose sur la désinformation la plus totale. Et c'est affligeant parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où c'est extrêmement compliqué d'avoir ne serait-ce que des temps comme cela où on peut dérouler une pensée et où on évite d'être uniquement dans le slogan ou dans la déconstruction des idées reçues. Parce que quand on a un ministre de la Justice qui, tous les 4 matins, décide de faire une nouvelle annonce basée sur la désinformation, en fait, votre temps, il est consacré à essayer de débunker ces désinformations plutôt que d'essayer de construire un système alternatif qui serait possible.
Et typiquement, donc effectivement, l'augmentation de la population détenue n'est absolument pas liée à l'augmentation de l'insécurité en France. Et ça, c'est pas uniquement l'OIP qui le dit. Vous avez un cahier notamment de l'administration pénitentiaire qui dit noir sur blanc que l'augmentation du nombre de personnes détenues ne s'explique pas par l'augmentation des crimes et des délits commis. Donc la Cour des comptes aussi l'a dit très clairement, a dit l'augmentation de la population carcérale est due à un durcissement du système pénal qui n'est pas perçu par la société, qui continue à percevoir la justice comme laxiste. Le problème, c'est qu'on a un discours politique et médiatique qui est centré sur cette idée du Club Med et du laxisme. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de dire aux personnes, de dire à la population, vous êtes en insécurité, et nous, on va régler le problème. Et pour ça, on va vous proposer des mesures sécuritaires, vous inquiétez pas. Et plutôt que de travailler sur le contexte social, sur la question éducative, sur l'accompagnement des personnes, c'est beaucoup plus facile de s'afficher comme prenant des mesures d'envergure, dures et fortes. Dures et fortes et rapides. Oui. Parce que c'est des mesures qui sont rapides à adopter. Et ça, on l'a vu dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a au moins 120 infractions qui ont été créées ou durcies en l'espace d'un seul quinquennat. Nous, après, on avait regardé à l'OIP sur un semestre, donc sur 6 mois, il y avait 200 propositions de durcissement en 6 mois. Vous imaginez ? C'est-à-dire que tout le temps des parlementaires et du gouvernement, de manière globale, est investi sur comment on pourrait rendre la société encore plus sécuritaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dramatique et ça s'accompagne du coup en parallèle de recourir de plus en plus à des procédures expéditives parce qu'on n'a pas le temps. Donc on va recourir à la comparution immédiate où on juge les personnes en moins d'une demi-heure globalement et où vous avez plus de 8 fois plus de risques d'avoir une peine de prison ferme. Et donc, on est dans une sorte de cercle vicieux où... une fuite en avant, un peu, vous dites. Une fuite en avant, exactement, okay. Où en fait, à force aussi de ne parler que de ces sujets, évidemment qu'on instaure un sentiment d'insécurité dans la société. Je veux dire, quand on entend tous les matins en se réveillant qu'on est dans une société d'ensauvagement, etc., comment faire autrement si vous n'êtes pas informé sur la question de ne pas se dire que, bah oui, effectivement, il faudrait peut-être plus de prisons. Pour reparler de Dominique Simoneau, elle est nommée par le président de la République. Est-ce que la nomination par le président de la République à ce poste, son choix à lui de nommer cette personne, peut venir atteindre sa mission dans son indépendance ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Je pense qu'il faudrait poser la question à Dominique Simoneau elle-même. Je sais, a priori, cette nomination ne s'accompagne pas d'un système de contraintes ou d'objectifs particuliers. Mais c'est lui qui l'a choisi quand même. Il choisit... C'est lui qui l'a choisi. Il y a des propositions qui sont faites. Je ne connais pas exactement le procédé. Je sais qu'il y a un système de propositions, mais qu'ensuite, c'est lui, effectivement, qui a le dernier mot. C'est pas un problème pour vous que ce soit la contrôleuse choisie par le président de la République ? Bien sûr qu'il faudrait... Ce serait mieux que... Mais il y a beaucoup de choses qui seraient mieux différemment. Je ne sais pas si c'est le point sur lequel j'insisterai aujourd'hui. Non, mais on peut se poser la question. Ce que je trouve peut-être plus problématique, en tout cas que moi, j'aurais... spontanément plus souligné, c'est le fait que les rapports du contrôle général des lieux de privation ne soient pas suivis des faits. C'est-à-dire que, certes, il y a une nomination par le président de la République, mais par un président de la République qui ne se sent absolument pas contraint ou engagé par les décisions de l'autorité dont il a lui-même nommé la contrôleure générale. Ça me semble particulièrement problématique, oui. Alors, pour répondre à ces alertes régulières que vous faites, vous, mais pas forcément, que beaucoup font, nos gouvernements successifs, c'est pas rien de le dire puisqu'ils se succèdent beaucoup en ce moment, ne manquent pas de discours et d'annonces, on l'a vu, surtout face au constat d'échec, notamment sur le taux de récidive, particulièrement haut en France. C'est la France aussi, là aussi, bat des records européens. On en parlait un peu plus tôt du ministre de la Justice, qui survit d'ailleurs à chacun des changements de gouvernement en ce moment. C'est M. Darmanin qui promettait une révolution pénale il y a encore de ça quelques mois sur BFM. On regarde. Le taux de réitération observé dans les 5 années de la première condamnation est supérieur à 50% pour les mineurs primo-délinquants. Et c'est 70% sans doute pour les gens qui sortent de prison et qui sont majeurs. Donc oui, c'est un échec, je l'ai dit, quasiment dès mon arrivée place Vendôme. Et du coup, je propose de changer, c'est ça la révolution pénale, changer la façon de faire. Au lieu d'être très dur, parce que la justice peut être très dure, avec des gens qui sont multirécidivistes et les envoyer en prison quand on les connaît depuis 5 fois, 10 fois, 15 fois, il faut être très dur au premier fait. Je suis pour les peines minimales, même pour les mineurs.
je pense qu'une peine minimale aurait été intéressante pour l'éducation, parce que la répression, c'est aussi une forme d'éducation. Voilà, on a entendu M. Darmanin qui admet l'échec. C'est une bonne chose parce que effectivement, à vous entendre aussi, à constater, c'est un échec. Mais la solution, la révolution pénale qu'il décrit un peu ici, on le verra encore après, c'est d'aller plus fort, plus vite, plus loin. Et il parle même d'éducation via la répression. Ça vous... En fait, il s'inscrit vraiment dans la continuation directe des précédents gouvernements qui... justement, on parlait tout à l'heure de cette réaction systématique de proposer davantage de fermeté pour donner l'impression de faire quelque chose. Le problème, c'est que quand vous faites ça indéfiniment et que ça ne marche pas, votre seule solution pour continuer dans cette direction-là, c'est la surenchère. Donc, c'est toujours de proposer un cran plus loin que votre prédécesseur. Sinon, ça voudrait dire reconnaître l'échec, pas uniquement là en termes de récidive, mais l'échec du système pénitentiaire dans son ensemble. Et ça demanderait, en tout cas pour Gérald Darmanin, de se poser un certain nombre de questions par rapport à la politique qu'il défend lui-même. Il y a une dissonance cognitive pour vous, là ? Oui, en fait, ce qui est hallucinant, c'est de parler de ces plus de 60% de récidives dans les 5 ans et d'en déduire qu'il faudrait davantage de fermeté dans les prisons. Et d'ailleurs, là, il parle de ça, mais il y a aussi la question des quartiers haute sécurité où il a pu dire qu'en fait, on allait enfin faire une prison qui ressemble à une prison. Et ça, c'est extrêmement parlant. C'est-à-dire que l'idée d'une prison qui pourrait mettre l'accompagnement au cœur de la peine, c'est quelque chose qu'il rejette en fait très clairement. Aujourd'hui, quand on a plus de 60% de récidives dans les 5 ans, je veux dire, la vraie question, c'est pas de se dire comment ça se fait qu'il y ait 60% de récidives, c'est comment font les 40% restants en fait pour ne pas récidiver. Parce que quand vous êtes 23 heures sur 24 dans les conditions qu'on a vues avant, que vous n'avez pas d'accompagnement, vous sortez de prison, alors déjà, en général, vous venez d'une population précaire. Ou avec des troubles psy. Et vous sortez de prison, vous avez en plus, potentiellement, si vous aviez un emploi, plus d'emploi stable, peut-être plus de logement, des liens familiaux qui souvent sont dégradés. Et dans cette situation-là... Il y a un isolement. Évidemment, il y a un isolement social quand vous sortez de prison. En plus, il n'y a pas Internet en prison. Donc, en fait, il y a... vous êtes complètement coupé de la société pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous êtes dans l'incapacité de préparer votre sortie si vous n'avez pas un support à l'extérieur. Comment vous cherchez du travail ? Comment vous cherchez un logement ? Il n'y a pas de service en prison, justement, qui accompagne un peu, un minimum, non ? Les conseillers d'insertion et de probation ou les conseillers Pôle emploi dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils sont, j'allais dire en sous-effectif, mais en fait, c'est aussi le nombre de prisonniers qui est complètement en surnombre. Donc, ces personnes, elles se retrouvent dans une situation à la sortie où c'est... Et en plus, elles ont globalement écrit prison sur leur tête pendant je ne sais pas combien de temps parce que trouver un logement et un emploi en étant passé par la case prison... Quand on voit tous ces discours médiatiques, politiques qui font croire à une masse de dangereux criminels qu'il faudrait exclure de la société, c'est extrêmement compliqué. Donc la récidive, c'est un peu malheureusement une évidence dans ce contexte-là. Donc ce qu'on a entendu de M. Darmanin, c'était en juin dernier. Le ministre n'a pas changé de positionnement depuis. On l'a réécouté encore ce matin sur France Inter. Aujourd'hui, on tourne le lundi 20 octobre 2025. On en parlera un peu tout à l'heure. On l'a entendu aussi au mois de juillet. Il n'a pas eu tant d'occasions d'exprimer de nouveau depuis, puisqu'il y a eu l'été, puisqu'il y a eu la rentrée chaotique au niveau social. Il y a eu des remaniements ministériels. Mais en juillet, toujours, je le disais tout à l'heure, il a quand même abordé l'actualité des prisons de haute sécurité. Vous en parliez à l'instant. Qu'il souhaite ouvrir, je crois qu'il y en a 2. Il y en a une qui a déjà ouverte en juillet, une deuxième qui va ouvrir dans pas longtemps, pour augmenter la pression, notamment sur les narcotrafiquants. Alors moi, je l'ai écouté longuement parce qu'il parle des narcotrafiquants, mais dans les mêmes phrases, dans le même temps, il parle un peu, il amalgame avec un peu tout le monde. En vérité, on a du mal à comprendre de qui il parle vraiment, des personnes détenues, etc. Et construire du coup plus vite, notamment des blocs en béton. On en reparlera encore une fois après, j'imagine, de modulaires construits à la chaîne. Alors pourquoi, pour vous, plus de prison n'est pas la solution? On pourrait aisément se le dire. Les gens qui nous regardent, je me fais l'avocat du diable, bien évidemment, je pose des questions que je sens que les gens se posent aussi sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. On n'est pas calé sur ces sujets-là. On imagine que, voilà, à l'image de, il y a un bouchon sur la route, on construit une voie supplémentaire, une route supplémentaire.
D'ailleurs, c'est marrant parce que je n'ai pas prévu de faire l'amalgame avec, enfin, le pont avec cette image de route, parce qu'en vrai, j'avais bossé sur ce sujet et il y a des études qui montrent que plus de routes, c'est plus de bouchons. Est-ce que c'est un peu pareil que plus de prisons, c'est plus de prisonniers? Ouais. Alors, je précise juste quand même que les quartiers haute sécurité, a priori, c'est pas en tout cas pour le moment, c'était pas des nouvelles prisons. En fait, ils vident certains quartiers de détention qui sont déjà existants. Donc, ils entassent les personnes dans d'autres prisons pour pouvoir enfermer les personnes dans ces quartiers haute sécurité. Ils parlent d'en construire aussi, d'en ouvrir, mais j'imagine que c'est pas forcément des constructions neuves, mais... Oui, ouais, enfin, c'était juste pour repréciser, parce qu'effectivement, comme déjà dans les discours, il y a beaucoup de mélange d'informations. Oui. Sur les constructions de prisons, oui, c'est très clair. En fait, plus on construit, plus on enferme. Alors, c'est une formule qu'on nous reproche énormément parce que, évidemment, mathématiquement, c'est pas évident. En plus, la construction de nouvelles places de prison, ça se fait sur du temps long. Donc, de réussir à l'associer de manière mathématique à l'augmentation du nombre de personnes détenues, c'est pas évident. Mais si ça va on regarde plus vite maintenant. J'ose vous le rappeler, ça va plus vite. Monsieur Darmanin le dit. C'est plus qu'un an et demi maintenant au lieu de 3, 4, 5 ans grâce à son projet modulaire justement. Oui, alors évidemment, plus on construira des prisons bas de gamme et plus ce sera rapide. Ça, c'est certain. Mais si on regarde sur les 40 dernières années, ce qu'on voit, c'est qu'on a construit à peu près 25 000 places de prison supplémentaires et on a enfermé à peu près 35 000 personnes supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes détenues qu'avant et on a encore plus que le nombre de places supplémentaires de prison. Donc ça, c'est dû à plein de choses en même temps, c'est-à-dire plus vous allez augmenter le parc carcéral et effectivement, plus vous allez autoriser en fait les juges à prononcer des peines d'emprisonnement, à prononcer des peines plus longues. Bon, en réalité, on dit ça les empêche pas déjà aujourd'hui de prononcer des peines bien au-delà de la capacité des prisons, et même s'ils savent que ça va se solder par un enfermement dans des conditions qui violent la Convention européenne des droits de l'homme. Mais disons que ça enlève un frein potentiel à des juges qui pourraient se reconnaître dans le fait qu'ils sont aussi des garants des droits fondamentaux. Ensuite, la problématique, c'est qu'on continue à faire croire que la seule punition qui vaille, c'est la prison. C'est-à-dire que le seul endroit où on vient vraiment mettre le paquet en termes financiers, c'est la construction de nouvelles places de prison. Et les choix financiers, ça traduit des choix politiques. Donc l'idée derrière, c'est, on nous dit, la prison, c'est la peine par excellence. Et d'ailleurs, c'est ce que traduit Darmanin dans ses propos, ce serait la seule qui serait véritablement une punition. Et ça, c'est un non-sens total quand on sait que les alternatives, en fait, ce sont des véritables sanctions, simplement qui vont, en tout cas pour certaines, comme le placement extérieur, se centrer davantage sur l'accompagnement que sur uniquement la punition. Avant l'été, je suis allé questionner Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement d'alors, donc c'était M. Bayrou qui était Premier ministre. On va regarder un extrait ensemble. Rebonjour, toujours Jimmy Senli. Il y a quelques jours, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a fait des nouvelles annonces, suppression des réductions de peine, durcissement des peines, mais aussi prison ferme dès la première condamnation, même de courte durée. Le tout dans un contexte que vous savez, comme tout le monde dans cette salle, j'imagine, de surpopulation des maisons d'arrêt et d'un taux de récidive important en France. Sur quoi le gouvernement, aujourd'hui, se base-t-il pour penser que toujours plus de prisons réduirait le nombre de délits et de récidives? Merci de votre question qui me permet de dire que ce n'est pas notre vision. Toujours plus de prisons pour toujours plus de récidives, évidemment. Ce que nous considérons aujourd'hui, c'est que comme dans beaucoup de pans de l'activité publique, nous avons un problème d'exécution. Et ensuite, le jugement donne des peines qui ne sont pas appliquées. Et donc, la philosophie générale qu'il y a derrière ce texte, c'est de se dire réduction des délais entre l'acte et le jugement et réalisation de la peine, y compris des courtes peines, dans des conditions qui seront de nouvelles conditions d'incarcération. Ouais. Notamment, vous savez, le programme modulaire que le ministre de la Justice veut mettre en place pour essayer de les remettre dans le bon chemin et d'éviter, cher monsieur, la récidive. Justement, le taux de récidive en France, il est quasiment 60%. Pas plus tard que ce matin, j'étais en visite inopinée d'une prison, celle de Nanterre, avec une députée pour pouvoir
constater les fameuses conditions. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France il y a un peu moins de 5 ans maintenant sur ces conditions, jugées d'inhumaines, dégradantes. Et il y a encore quelques jours à peine de cela, il y a un conseil de ministres au sein du Conseil de l'Europe qui a encore une fois épinglé la France en disant que ça ne s'arrange pas. Au contraire, ça va de pire en pire. Le gouvernement parle de dignité, mais souvent défend des mesures pour enfermer toujours plus de personnes, y compris des adolescents, des malades psychiatriques en prison. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce que vous me dites à l'instant ? Eh bien, non, me semble-t-il, sur la volonté de modifier l'univers carcéral français. Je pense qu'au contraire, le ministre de la... 3 mètres carrés par personne, moins qu'un chien dans un chenil. Je vais finir, monsieur, s'il vous plaît. Donc, nous sommes tout à fait conscients des conditions très dégradées. Moi-même, je suis allée voir Bois d'Arcy il n'y a pas très très longtemps, la maison d'arrêt de Bois d'Arcy il y a très longtemps. Et effectivement, pas assez de place, trop de prisonniers, 200% de taux d'occupation. Ce ne sont pas des conditions de réinsertion qui permettent la réinsertion et l'incarcération dans des conditions correctes. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Justice continue évidemment le programme de construction des prisons, mais nous savons que c'est très long et nous savons que pour construire une nouvelle prison, il faut 7 ans, il faut 8 ans, il faut 9 ans, quelquefois un peu plus. Donc ça, c'est une action de long terme qui continue à être menée. C'est la raison pour laquelle le garde des Sceaux, a souhaité, entre guillemets, le mot n'est pas faire une sélection des prisonniers en fonction de leur type de peine pour pouvoir justement vider une partie des prisons vers des établissements de type modulaire qui mettent beaucoup moins de temps à être créés. Les premiers vont être créés déjà l'année prochaine pour permettre de désengorger effectivement un certain nombre de prisons. Nous avons les questions également des prisonniers étrangers. Le garde des Sceaux a demandé à l'ensemble des chefs d'établissement de regarder le nombre de prisonniers qui pourraient être effectivement retournés vers leur pays pour éviter la surpopulation dans nos propres horizons. Et vous avez raison sur la question des maladies psychiatriques et des problèmes qui doivent être ailleurs que dans les prisons et traités de façon digne et ailleurs que dans les prisons. Il y a donc là une réflexion qui est à mener et qui sera menée. Merci. Merci. Alors oui, on sait que ces points presse après le Conseil des ministres, c'est aussi un exercice de communication du gouvernement, mais ça nous permet de souligner parfois des hypocrisies ou des contresens dans la politique menée. En tout cas, ça donne la couleur un peu de la politique qui souhaite être menée ou qui est défendue. Vous en dites quoi, vous, de ce qu'on vient de voir à l'instant ? Vous retenez quoi ? Moi, ce que je retiens, c'est cette capacité assez incroyable de continuer de dire que la construction de nouvelles places de prison va permettre de résorber les problématiques d'indignité des conditions de détention et de surpopulation, quand on voit depuis 40 ans que plus on construit des prisons et plus ces deux problématiques ne cessent de s'aggraver. Donc ça, c'est quand même... et je veux dire, on parle au niveau national, au niveau global, mais il y a aussi des exemples très concrets qui peuvent illustrer ça. À Aix, il y a eu un nouveau quartier maison d'arrêt qui a été construit avec plus de 700 places en 2018. Ils étaient déjà à des taux de surpopulation délirants entre 150 et 200%. Il y a des prisons qui sont condamnées par les juges administratifs pour leurs conditions indignes de détention quelques années après leur sortie de terre. Aujourd'hui, si on voulait véritablement mettre un terme à la surpopulation carcérale sans mettre en place soit de la régulation carcérale, soit de la déflation carcérale, qui serait vraiment prendre le problème à la racine, c'est-à-dire arrêter d'enfermer autant de personnes, enfermer moins longtemps, juste prendre le contre-pied de cette dynamique de surincarcération. Si on veut lutter contre la surpopulation sans faire ça, aujourd'hui, il faudrait à minima construire 8 Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis, c'est près de 3000 places de prison. C'est la plus grande prison d'Europe qu'on a en France. Je veux dire, c'est à la fois irréalisable et pas du tout souhaitable parce que aujourd'hui, on a déjà eu une croissance, je reprends ces 40 années, mais parce que c'est quand même très frappant. On a eu une croissance d'à peu près 150% de la population détenue quand on avait une croissance d'à peu près 20% de la croissance démographique en France. Donc, qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? D'incarcérer toujours plus de personnes en France au fur et à mesure que finalement l'État social est abandonné. Parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a une étude de l'administration pénitentiaire qui a été publiée et qui dit qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué de trouver les causes précises de l'augmentation du nombre de personnes détenues, mais qui identifie deux contextes principaux, en tout cas récurrents, qui sont les crises économiques
parce que les publics fragiles, précaires sont plus nombreux et qui est écrit noir sur blanc que ce sont des publics pour lesquels les peines de prison vont être plus importantes. Et le deuxième point, c'est le traitement médiatique des faits divers. C'est intéressant. Voilà, faits divers aussi dramatiques soient-ils, mais qui restent des faits divers. Et donc l'administration pénitentiaire, la direction de l'administration pénitentiaire identifie ces deux problématiques comme des contextes conjoncturels à l'augmentation du nombre de personnes détenues. Donc en fait, ce sont sur ces contextes qu'on devrait agir aujourd'hui. C'est intéressant là, l'aspect médiatique. Moi, du coup, ça me tique évidemment parce que j'évolue dans ce milieu-là. Donc, il y a un lien de causalité entre une surexposition, un surtraitement des faits divers qui impactent. Enfin, à la télévision, on pense là à beaucoup de chaînes d'infos en continu, par exemple, et le fait qu'on enferme plus de gens, donc des juges sont influencés par... Ils font partie de la société, évidemment. Donc, comme il y a quelque chose de direct là-dedans ? Alors, c'est quelque chose de direct, mais il faudrait ajouter, je pense, le composant politique. Okay. C'est-à-dire que quand on a des faits divers, aujourd'hui, un traitement médiatique qui est globalement du battage médiatique sur des faits divers, ça va souvent s'accompagner de mobilisation politique. Tout à fait. Et donc, ça va être des propositions de nouvelles lois ou ça va être là aussi des discours extrêmement prégnants, voire des demandes d'orientation aux procureurs. Et donc, tout ça mélangé, et effectivement, ce que vous disiez, les juges ne sont pas hors société, donc ils sont forcément impactés par ça, va influencer leurs décisions. Et puis, ça se joue au moment du prononcé, mais ça se joue aussi au moment du prononcé des aménagements de fin de peine, dont on parle très peu. Mais quand vous êtes détenu, l'idée, ça s'est inscrit dans la loi, c'est que votre fin de peine de détention, vous allez l'effectuer à l'extérieur, sous contrôle, sous surveillance, avec des obligations. C'est ce qu'on appelle l'aménagement de fin de peine. En général, c'est du bracelet électronique, globalement, ou de la libération conditionnelle. Voilà, exact. Pour avoir une sorte de sas, en fait, entre l'enfermement total et le retour complètement libre dans la société. Et ça devrait être la norme. Et aujourd'hui, ça touche une petite minorité de personnes détenues. C'est-à-dire que les 3/4 sortent ce qu'on appelle en sortie sèche, du jour au lendemain, sans accompagnement. Et en fait, quand vous avez des faits divers, par exemple, qui vont toucher à des personnes qui, en aménagement de fin de peine, ont récidivé, l'espace médiatique et politique va s'en prendre au juge en disant « mais pourquoi vous avez libéré cette personne ?» alors même que c'est ce qui est inscrit dans la loi. C'est-à-dire que de toute manière, cette personne va être libérée un jour. Je veux dire, c'est le et heureusement que quand bien même ce qu'elle ait fait après des années de prison, la vocation de la personne c'est de sortir. Et le problème c'est que ça conduit aussi à moins d'aménagement de fin de peine et ça a un véritable impact sur le nombre de personnes détenues parce que ça allonge les détentions et si les gens restent plus longtemps en détention, ils sont davantage entassés entre les murs. On l'a vu justement lors de cette visite à Nanterre, le co-directeur nous l'avait dit, en fait, qu'il y avait un allongement de la peine, il restait plus longtemps, etc. D'ailleurs, il y a un chiffre que je voulais rappeler, c'est le taux de suicide en 2023 en prison, qui était à environ de 17,5 pour 10 000 détenus, là où, vous me corrigez si les chiffres sont faux, mais je crois avoir bien repris, il y a environ 10, donc pas 17,5, donc contre 10 pour la population générale, pour 100 000 personnes. Donc là, on assiste effectivement à quelque chose d'énorme en fait en prison. Il y a vraiment quelque chose de très parlant. On va finir la première partie, plus ou moins, avec cette question-là, parce qu'on parle de... tout à l'heure, vous parlez des profils, à plusieurs reprises, vous avez parlé des profils sociaux, des personnes qui sont aujourd'hui condamnées à de la prison. On a compris ce que vous nous disiez. Évidemment, on pourrait en faire toute une émission. On va en parler dans la seconde partie avec la colonisation en Israël, mais la France a une histoire coloniale aussi. Évidemment, beaucoup de choses à creuser dans cette direction-là. Mais on ne peut pas parler des profils sociaux des personnes incarcérés aujourd'hui sans parler de l'incarcération de notre ex-président Nicolas Sarkozy qui a lieu demain à la prison de la Santé. C'est inédit sous l'histoire de la Ve République qu'un président de la République aille en prison, condamné pour association de malfaiteurs, même s'il est présumé innocent aujourd'hui puisqu'il a fait appel de cette décision et il a été condamné avant pour corruption, etc. et confirmé en appel, on le précise. Mais surtout, je voudrais qu'on en parle de la réaction, on parlait des médias il y a un instant, explosive de toute une partie de la classe politique et médiatique, donc des médias dominants, de certaines personnalités privilégiées aussi. Comment vous lisez-vous cette séquence de, finalement, là, c'est plus un Club Med, la prison. C'est terrible.
C'est très symptomatique en fait de la démagogie à laquelle on insiste. C'est-à-dire qu'il y a plus de rationalité dans ces discours politiques et médiatiques. On se base plus sur les faits ou sur quelque chose qui serait logique. C'est-à-dire il y a vraiment un parti pris. On est dans de l'opinion pure. Et donc si c'est quelqu'un qui gagne moins du SMIC, en fait, peu importe. Et puis si c'est le président de la République, on ne peut pas le mettre dans ces conditions-là. Donc c'est comme une position complètement assumée en fait, de la prison comme un outil politique qui va venir dominer une certaine classe sociale, mais qui n'a pas le droit de venir toucher à une autre classe sociale. Et ça peut paraître un peu lunaire si on regarde juste cet événement-là, mais si on regarde même à la source de comment la prison est utilisée, la prison, elle vient donc à la suite d'un traitement policier, judiciaire. Et en fait, dès le début, si vous voulez, on a tellement d'infractions dans notre code pénal qu'il y a un choix qui se fait. Il y a une sorte de tri sélectif. Quelles infractions on va venir punir ? Sur quelles infractions on va mettre notre argent, on va mettre nos moyens, parce qu'on estime que c'est les faits prioritaires sur lesquels il faut qu'on se concentre pour que la société fonctionne. Et dès ce moment-là, en fait, on ne choisit pas de mettre les moyens sur les vols à échelle nationale, sur le détournement de fonds, par exemple, sur la question de la fraude fiscale importante, en fait, qui vient là aussi... en fait, qui a des conséquences dramatiques. Mesurées sur beaucoup de choses dans la société, effectivement. 100 milliards d'euros par an évadés au minimum. Donc, c'est les services publics, effectivement, la sécurité, beaucoup de choses. Les hôpitaux. Et qui a des conséquences qu'on n'imagine pas, mais en fait, sur la vie des gens. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'entre une blessure involontaire et les conséquences de cette fraude fiscale, par exemple, on pourrait dire que les conséquences de la fraude fiscale sont d'autant plus dramatiques. Et donc, en fait, dès ce moment-là, on va faire un choix de mettre nos moyens sur certaines infractions. Et clairement, ces types d'infractions, ça va être globalement celles qui sont visibles dans l'espace public, celles qui vont permettre aussi de faire du flagrant délit, donc de faire du chiffre, de montrer qu'on répond à l'insécurité en France, et ça va cibler un certain type de population, et clairement pas la classe sociale dont fait partie Nicolas Sarkozy ou d'autres. À maintes reprises, justement, oui, c'est intéressant parce qu'à maintes reprises, on a entendu Nicolas Sarkozy, mais pas que lui, mais effectivement, là, c'est assez amusant de le souligner, et le mot amusant est bien choisi, puisqu'il nous répétait que les peines de prison doivent être exécutées, là je le cite, sinon ça voulait dire impunité. Aujourd'hui, on sait qu'il sortira très vite de prison, on parle de 2 mois. Il y a aussi, ce matin, je rappelle encore une fois que nous sommes le 20, le ministre de la Justice, toujours M. Darmanin, sur France Inter, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais je vais vous montrer un extrait, réagissait du coup à l'incarcération de M. Sarkozy. Et du coup, demain à la prison de la Santé, on regarde l'extrait. Son fils Louis a appelé un rassemblement demain matin en soutien avant son incarcération. Est-ce que vous y serez à ce rassemblement ? Écoutez, moi d'abord, j'ai beaucoup de tristesse pour le président Sarkozy. L'homme que je suis, Gérald Darmanin, j'ai été son collaborateur, ne peut pas être insensible à la détresse d'un homme. Donc ça vous choque pas ce type de rassemblement ? Il faut se mettre un tout petit peu à la place de la famille. Alors la première chose, c'est quand même, je voudrais dire que je souhaite à personne d'être enfermé dans les conditions de détention actuelles en prison. Je sais qu'on m'a déjà posé la question de manière un peu humoristique, mais que ce soit Nicolas Sarkozy ou d'autres, aujourd'hui les conditions elles sont tellement dramatiques que vraiment c'est quelque chose qu'on souhaite à personne. La réalité, c'est qu'il ne sera pas non plus enfermé dans les mêmes conditions que les personnes lambda en prison. J'imagine mal qu'il soit enfermé dans une cellule avec 3 autres non, il sera seul. Co-détenus. Mais pas de privilèges, on nous l'a dit. Hormis la visite de M. Darmanin, dans la continuité de l'interview, il dit qu'il ira le visiter, qu'il ira s'assurer de ses conditions de détention, etc. Un soin particulier, apparemment, que le ministre de la Justice a envers M. Sarkozy. Mais ce qui traduit, du coup, des conditions de détention qui, effectivement, ne seront pas celles des personnes détenues lambda. Du coup. Et sur la question d'être présumé innocent, là aussi, ce que M. Darmanin omet de dire quand même, c'est qu'ils sont à peu près 20 000 aujourd'hui dans les prisons françaises. Donc c'est quand même fou de nous parler d'un exemple particulier parce que c'est quelqu'un qu'il connaît, alors qu'il est ministre de la Justice et qu'il devrait avoir une certaine distance par rapport à ça. Et qu'en attendant, il y a 20 000 personnes qui sont dans des conditions absolument dramatiques et qui sont, elles aussi, en attente de leur jugement. On a aussi entendu une seconde personne, Patrick Balkany, sur M6, y aller de son soutien et de son témoignage. On regarde un extrait. Nicolas Sarkozy, je le connais, c'est un garçon qui a un moral d'acier, qui est solide comme un roc. Ce qu'il faut, c'est qu'il aille
faire du vélo faire du sport dans la salle, parce qu'il est habitué, parce que tous les jours il court, tous les jours il fait du vélo. C'est un monsieur qui le matin se lève très tôt et travaille. C'est-à-dire qu'il écrit. Est-ce que vous conseilleriez aux proches de Nicolas Sarkozy d'aller au parloir? Bien sûr, on attend le parloir, c'est même long parce que c'est 2 fois par semaine. J'espère que tout se passera bien, j'espère surtout qu'il y restera pas trop longtemps. Patrick Balkany, il est passé par la case prison dans les mêmes conditions que Nicolas Sarkozy va donc découvrir demain. Et donc c'est assez rare de voir quelqu'un soutenir un condamné et qui a du coup fait déjà de la prison et témoigner de la dureté de la prison. Lui aussi, il en témoigne, il dit c'est un homme fort, voilà, on a entendu. Et d'être incarcéré à son tour, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez étonnant. On n'a pas l'habitude de voir ça habituellement à la télévision. Bah non, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des puissants être incarcérés. En fait, c'est extrêmement rare. Je pense que s'ils étaient davantage à être condamnés à de l'incarcération, on les entendrait davantage parler et mettre la problématique des conditions de détention en avant. Et quelque part, j'ai presque envie de dire, si c'est l'occasion d'expliquer enfin au grand public ce que c'est que la réalité de la prison, en rappelant encore une fois, parce que là, il parle d'aller faire du vélo dans la salle de sport. Autant dire que pour les 3/4 des personnes détenues, c'est la croix et la bannière pour obtenir d'aller à la salle de sport 1 fois par semaine. Il parle d'écrire, mais encore faut-il obtenir du papier, obtenir des stylos, etc. Donc, si ça peut au moins mettre en lumière le côté dramatique des conditions et le fait que même ça, en fait, ça relève du privilège en détention, quelque part, c'est une forme d'information... Bienvenue. Voilà. Et on passe à la seconde partie. Alors dans cette seconde partie et dernière partie de notre entretien, on va questionner le sens de la peine et le rôle. On l'a un petit peu entendu ce que vous disiez, mais là on va aller un peu plus profond sur ce terrain-là, de la prison dans la société et dans notre société. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait d'une interview que j'ai faite de Judith Allenbach, qui est la présidente du syndicat de la magistrature, c'est il y a quelques mois. La réalité des chiffres, c'est que les peines sont de plus en plus longues, qu'elles sont de plus en plus sévères, qu'il y en a de plus en plus et que la population carcérale augmente, que la répression des infractions est de plus en plus dure depuis ces dernières années et que le problème, manifestement, si ça n'a pas d'effet sur la récidive et si ça n'a pas d'effet sur la baisse de la délinquance, c'est que le problème est ailleurs et que nous apportons à des vraies difficultés de mauvaise réponse. Et quand je dis nous, c'est plutôt l'ensemble de la société, c'est l'État, c'est le gouvernement, le législateur et évidemment l'institution judiciaire aussi. Mais l'institution judiciaire, elle fait avec les moyens qu'on lui donne. Et avec les lois qu'on lui enjoint d'appliquer. Question cash pour commencer la seconde partie. En vrai, on a un petit peu entendu ce que vous dites, mais là, réponse cash, c'est ce que j'attends. À quoi ça sert véritablement la prison si ça ne sert pas à corriger le tir, à réinsérer les gens, à faire que la société va mieux? Je pense que c'est le transfert de la lutte contre la précarité à la lutte contre les pauvres. Donc globalement, aujourd'hui, la prison, l'objet, c'est de pouvoir bannir de la société des personnes qui ne rentrent pas dans le moule social qui est créé par un monde capitaliste. Donc, là, ce que vous dites, c'est que la prison, le système de fait judiciaire, policier, parce que ça va de pair, est là au service d'un ordre bourgeois. On peut le dire comme ça? Oui, je pense que c'est très clair. Enfin, il suffit de... Ça me fait penser... Il y a un chiffre qui est extrêmement parlant là-dessus. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 300 € par mois, vous avez 3 fois plus de risques d'être condamné à de la prison ferme que si vous gagnez plus de 1500. Vous avez 40% des personnes détenues qui ont fait l'objet de mesures d'assistance éducative quand ils étaient jeunes. Vous avez... je crois que c'est 5 fois plus de risques d'être en détention provisoire si vous êtes né à l'étranger ou si vous êtes sans domicile. En fait, les chiffres, ils sont extrêmement parlants. C'est pas quelque chose, c'est pas une opinion politique, c'est factuel. Aujourd'hui, les personnes qu'on enferme, c'est les personnes qui ne rentrent pas dans l'ordre social capitaliste. Donc, les personnes étrangères, ça c'est le racisme ambiant en France, les personnes qui sont atteintes de troubles psy et les personnes qui sont précaires globalement.
Et ce que vous me dites là, justement, en le disant, en discutant avec vous, ça me fait penser à un extrait des années 70, je crois, de Michel Foucault dans une interview où il dit que la police est au service de la justice pour maintenir un ordre bourgeois. C'est pour ça que j'y ai pensé à ce moment-là. J'essaierai de le retrouver pour l'ajouter au montage. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police. Alors si la prison ne fonctionne pas... Ou si elle fonctionne très bien pour poursuivre ses objectifs. C'est très intéressant, effectivement. Ça dépend, ça ne fonctionne pas selon d'où on se place, effectivement. Qui fonctionne très bien pour maintenir un ordre précis, effectivement. Tout du moins pour votre objectif à vous. Si ça ne fonctionne pas, alors pourquoi cette peine est encore de plus en plus prononcée? Alors, en vous posant la question, j'ai l'impression que vous avez un petit peu déjà répondu, mais est-ce que c'est uniquement dû au fait que les juges sont dans cet engrenage-là et sont un peu poussés par telle ou telle chose de prononcer cette peine? Est-ce que d'autres peines, en fait, sont possibles, alternatives et crédibles à cette échelle-là? Alors, c'est une réponse un peu complexe parce que, bon, déjà, il n'y a pas que les juges. Hein, on a vu tout à l'heure, il y a aussi toute la politique qui est façonnée au Parlement, par le gouvernement, le traitement médiatique, etc. Donc, les juges, ils s'inscrivent il y a aussi la police, dans une longue chaîne qui va, petit à petit, en fait, à chaque maillon de la chaîne, on va renforcer les inégalités sociales. Donc, ce qui est extrêmement compliqué aujourd'hui de favoriser d'autres réponses que la prison, c'est que la première chose à faire, ce serait d'investir dans d'autres sphères, et notamment la sphère sociale, la sphère éducative, l'hôpital public, on en discutait. Donc ça demande de prendre des orientations politiques qui sont à l'opposé de celles qui sont poursuivies par les pouvoirs en place. Si on veut rester dans le système judiciaire pénal et questionner prison alternative, parce que ce que j'essaye de dire là, c'est que la solution, elle serait en fait à aller chercher d'abord ailleurs du système pénal. Oui, une sorte de rupture en vérité, une bifurcation. En fait, c'est de revenir à, plutôt que de lutter contre les pauvres, lutter contre la précarité, quoi, concrètement. Oui, d'accord. Puisque là, clairement, on ne se dirige pas vers ça, effectivement, dans le sein du système pénal, on pourrait se dire, au moins, on va aller favoriser les alternatives à la détention. Ça passe par les décisions des juges, mais ça passe aussi, là encore, par tout le traitement médiatique et politique, c'est-à-dire reconnaître une véritable valeur à ces alternatives. On entend sans cesse, oui, les alternatives, finalement, les juges n'y ont pas tellement recours parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est et que ça n'a pas fait ses preuves. Il faudrait les renforcer, finalement rendre les alternatives plus contraignantes pour que les juges s'autorisent à y recourir. La prison, on sait que c'est un échec. C'est-à-dire qu'on a vu 60% de récidives dans les 5 ans, des personnes qui sont détruites psychologiquement, et on continue à l'utiliser. Donc moi, je trouve ça assez fou qu'aujourd'hui, on demande aux alternatives qui ont des effets beaucoup plus probants de davantage démontrer leur efficacité, alors que ce qu'on continue à utiliser toujours plus, c'est vraiment la peine dont on sait pour le coup que c'est contre-productif. Et il y a des exemples. Il y a des exemples qui montrent que ça fonctionne. Les autres alternatives? Des alternatives? Ah bah oui, si on regarde ne serait-ce que les questions de récidive, par exemple sur... alors, c'est pas des alternatives au sens propre, mais sur les alternatives qui peuvent être aussi utilisées en aménagement de fin de peine, par exemple, on sait que les personnes qui vont sortir de prison avant la fin de peine de manière accompagnée vont moins récidiver que les personnes qui vont sortir en sortie sèche. Sur les alternatives aussi, après, c'est... là aussi complexe de faire une comparaison tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques ou d'études produites par le gouvernement sur ces questions-là, parce que les chiffres sont difficilement accessibles et ce n'est pas un domaine dans lequel il y a une transparence très importante. Forcément, dans les alternatives, vous allez potentiellement avoir moins de récidives parce que ça ne va pas être les mêmes types d'infractions qui vont être commises, mais aussi évidemment parce que vous n'êtes pas dans la rupture totale où la personne est retirée de son espace personnel, social, etc., professionnel. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile de rester inscrit dans cette société. Sur les alternatives, je voudrais juste souligner 2 choses. C'est pas forcément déjà les alternatives qu'il faut porter sur un... quelle expression? Un piédestal? Voilà, par essence, parce que ça dépend lesquels. C'est-à-dire qu'on a par exemple le bracelet électronique qui est celle qui est la plus utilisée et qui en fait est une alternative qui est
centrée sur le contrôle et pas du tout sur l'accompagnement. C'est l'incarcération, mais un peu déplacée, c'est ça? C'est la prison chez soi, oui. Exactement. Et donc, c'est simplement aujourd'hui une manière, comme on fait déborder les prisons, et ben, on trouve une manière de continuer à remplir d'une autre manière. Et donc, ça passe par le bracelet électronique. Il y a d'autres alternatives, comme le placement extérieur, qui sont extrêmement intéressantes, très difficiles à définir, mais c'est tout l'intérêt, parce que finalement, ce sont des peines qui vont s'adapter à la personne. Donc, on a un éventail de possibilités d'accompagnement. Donc, ça peut être via un hébergement, ça peut être via un accompagnement professionnel, ça peut être un accompagnement psy, etc. Enfin, c'est pluriel. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au contraire, on va être plutôt centré sur l'accompagnement. Autant dire que ça, c'est le type d'alternatives qui ne sont pas du tout déployés ou sur lesquels on ne met pas du tout un budget conséquent. Et le deuxième point qui est quand même très important, c'est que plus on a augmenté le recours aux alternatives, et plus on a continué à augmenter le recours à la prison. Donc les alternatives, pourquoi pas, mais si c'est des alternatives à la liberté, finalement l'effet est complètement contre-productif parce qu'on continue d'enfermer plus de gens en prison qu'il n'y aurait pas été avant, et on condamne des personnes à des alternatives alors qu'elles n'auraient pas été condamnées avant. Et ça va avec ce qu'on appelle l'extension du filet pénal, mais ça va avec l'augmentation du nombre d'infractions, les peines qui sont de plus en plus longues encourues, prononcées, etc. Donc c'est une dynamique générale. Donc pourquoi pas recourir davantage aux alternatives, mais uniquement si ça vient se substituer à la privation de liberté. On entend là, encore une fois, l'expression de cette fuite en avant que vous parlez tout à l'heure, de l'expression avec le filet. L'extension du filet pénal. Alors, c'est sans doute pas à vous que je devrais poser cette question-là, mais il y a une question peut-être d'ordre plus politique où on pourrait se demander, un militant politique pourrait se demander, est-ce que ça répond pas, cette extension de ce filet-là, à une société qui cherche à s'émanciper, qui finalement essaye d'exister, et on aurait, parce que vous parlez de classe sociale tout à l'heure, une classe sociale dominante qui cherche toujours plus à asseoir son pouvoir sur les autres, et donc étend son pouvoir. Je ne sais pas si vous avez une réaction à cette réflexion que j'ai là, que je n'avais pas prévu d'avoir, mais ça me fait penser à ça, parce que je pense aux manifestations, je pense aux écologistes, je pense oui, d'accord. Voilà, donc du coup, okay. on voit, je fais un pont évidemment avec les années Gilets jaunes, la répression sur la population qui n'a pas forcément commis de délits tels que le vol ou je ne sais quelle agression, mais des délits des délits politiques. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent dans la ligne de compte quand on regarde cette émission qu'on est en train de faire ensemble, et que les gens se disent oui, la prison, la garde à vue, moi je l'ai connue parce que je suis allé manifester, parce que je suis allé et là on assiste à concrètement dans la vie cet élargissement de ce fameux filet là. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Complètement, et ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'idée qu'en prison ce sont les dangereux criminels. Je l'ai pas précisé, je pense que c'est hyper important. La majorité des personnes incarcérées, près 55%, c'est des personnes qui sont condamnées pour des délits et pas pour des crimes. Et ensuite, il y a à peu près 25%, c'est des personnes en attente de jugement. Donc on voit déjà la proportion. Et effectivement, à tout ça s'ajoute, depuis un certain nombre d'années maintenant, la répression politique. Alors qui peut aller jusqu'à la prison, qui ne va pas systématiquement pour le moment jusqu'à la prison, mais c'est clairement ce vers quoi on va avec la banalisation. Il y a eu 700 gilets jaunes en prison. Hein. Oui, au plus haut du... Tout à fait. Et puis il y a eu aussi, je me souviens, c'était les révoltes, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'été 2023, où il y avait aussi des personnes qui avaient eu des peines d'emprisonnement. Oui. Enfin, je me souviens de peut-être 10 mois de prison ferme pour un pantalon pris sur un sol d'un magasin pillé quelques heures avant. Des choses complètement disproportionnées, et quand je renvoie à cette désolation qu'a Gérald Darmanin de savoir que son ami Nicolas Sarkozy va en prison, quand on met en perspective avec les infractions pour lesquelles d'autres personnes sont mises en prison, c'est peut-être quand même à relativiser. Et moi, ça me fait penser, alors du coup je fais peut-être la transition, mais quand je suis rentrée des prisons israéliennes, et j'ai découvert qu'au moment où nous, on était interceptés et qu'on était mis en prison, que le gouvernement français refusait complètement de faire quoi que ce soit pour... alors, je ne dis pas par empathie, mais ne serait-ce que parce que l'interception est illégale en eau internationale, que la détention est arbitraire, qu'on n'a pas accès à un avocat et un certain nombre de droits bafoués.
le gouvernement français refuse de faire quoi que ce soit, et pendant ce temps, il y a une centaine de militants, militantes à Marseille qui sont mis en garde à vue parce qu'ils se sont dirigés vers Eurolinks, qui est une entreprise qui produit des composants militaires qui sont exportés avec l'autorisation, la complicité de la France, vers Israël. Bon, moi je trouve que ça en dit assez long sur le continuum de répression qu'il peut y avoir au niveau international, et surtout effectivement vers quoi on se dirige aussi, et peut-être que c'est ce qui finalement visibilise ce qu'est la prison en France aussi comme outil de domination sociale, mais aussi politique. C'est-à-dire que si le peuple commence à se lever pour réclamer justice, pour réclamer l'égalité des droits, etc., et ben finalement, la répression, c'est un outil qui est là tout près pour garder une sorte de stabilité du pouvoir dominant. Un ordre. Et justement, merci pour la transition toute trouvée. Elle arrivait à point nommé. En parlant d'ordre inégalitaire qu'on viendrait stabiliser, on l'évoquait en début de vidéo, vous étiez donc à bord de la flotilla Soumoud qui voguait vers Gaza il y a peu de temps de cela et qui a été intercepté, vous faites partie des premiers bateaux qui avaient été interceptés illégalement par Israël. Israël qui, il est là le lien et la transition plus nettement encore, utilise la prison comme arme de maintien d'un ordre là aussi, un ordre guerrier et colonial, à la rencontre des Palestiniennes et Palestiniens qui sont des milliers à être détenus, certains depuis des années sans procès, de manière arbitraire, d'autres avec des procès qu'on peut imaginer parfois un peu en dehors du cadre habituel. Certains parlent d'apartheid, c'est des termes qui sont débattus évidemment en Israël, mais le débat est là. Est-ce qu'on peut officiellement parler d'armes d'oppression? Mais je crois que vous allez me dire oui, mais tout du moins, mais expliquez-moi comment, vous qui revenez, puis après on va pouvoir parler vraiment on finira là-dessus, de votre expérience à vous dans votre intimité, je ne sais pas comment dire ça. En quoi l'outil carcéral s'articule avec une politique qualifiée d'apartheid par Amnesty, en fait? Amnesty utilise le terme. Mais je pense que ça fait débat pour des personnes qui soit peut-être sont pas suffisamment informées sur le sujet, ou alors refusent par posture politique d'employer ce terme. Parce que littéralement, ce qu'on voit, c'est une société avec des droits différents selon que vous soyez israélien ou palestinien. Oui. Donc je ne sais pas comment qualifier ça autrement que de système d'apartheid. C'est quelque chose qu'on voit aussi pas mal avec les termes qui sont utilisés quand on voit qu'on parle d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Alors c'est intéressant, ça c'est un débat peut-être en soi, on pourrait y passer un quart d'heure, mais peut-être juste en 2 mots. C'est-à-dire que le fait de dénoncer l'utilisation du qualificatif otage pour israéliens et prisonniers pour palestiniens, c'est une manière de dire vous êtes en train de hiérarchiser, en fait. Alors même que les otages israéliens sont principalement des militaires et que les prisonniers palestiniens sont majoritairement des civils. Et à côté de ça, il y a aussi une réappropriation du côté des Palestiniens-Palestiniennes qui disent mais en fait, nous, on revendique cette qualité de prisonnière politique et pas simplement d'otage. Bon, petite parenthèse, mais est-ce qu'on peut appeler ça la prison comme une arme de l'oppression ? Je pense que ça, et j'ai pas besoin, moi, de l'avoir vécu pour se rendre compte que si on avait, alors un petit peu moins maintenant, parce qu'il y a eu quelques libérations pendant le semblant de cessez-le-feu, mais je veux dire, quand on a 11 000 personnes qui sont effectivement incarcérées sans procès ou avec des semblants de procès pendant des années, qui sont littéralement torturées, violées, assassinées, je ne sais pas trop quel autre terme employer, c'est-à-dire que ça fait partie d'une politique génocidaire dont l'objectif, voilà, on est sur une entité coloniale qui, en fait, malgré tout ce que tout le monde veut bien dire, dès le début a été très clair sur le fait que l'objectif, c'était d'occuper la terre et de pas du tout associer la population palestinienne à la vie. Donc c'est considéré comme un sous-peuple qui a des sous-droits, et pour briser la résistance, pour briser le peuple, on utilise l'incarcération. Il y a des ONG qui disaient que depuis 1967, il y a à peu près 40% des hommes palestiniens qui ont au moins une fois dans leur vie connu la détention. On est sur des proportions ce qu'on a du mal à imaginer, bien sûr. Et là, bon, les personnes qui nous suivent, qui pourraient
être bousculé par le parallèle que je me suis permis de faire dans ma ligne éditoriale entre la France et Israël sur cette question de la prison. J'espère qu'on comprend qu'il y a des différences complètes, énormes, même si on l'a vu, l'utilisation de la répression judiciaire et carcérale dans les révoltes qu'il y a eu dans les ex-colonies françaises. Je pense à la Kadhafi, par exemple, sont quand même assez frappantes. Ou alors, on a parlé des Gilets jaunes tout à l'heure, qui ont été enfermés par milliers en détention, en garde à vue. Ça reste finalement de la privation de liberté, et puis des peines de prison qui ont été prononcées, etc. Et juste, si je peux dire là-dessus, moi, effectivement, quand je suis rentrée, on m'a beaucoup posé la question de la comparaison. Et je pense, assez mal à l'aise spontanément à comparer la prison française et la prison israélienne, mais aussi simplement parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Alors, je pense que ça participe à un même monde international et un même type de problématiques qui tournent globalement autour du classisme, du racisme, du capitalisme, etc. Mais on est quand même, quand on parle des prisonniers palestiniens, on parle de prisonniers qui sont enfermés sur leur propre terre pour briser le peuple et faire en sorte... Voilà, il y a quand même quelque chose qui est difficilement comparable avec ce qu'on peut connaître en France. Ouais. Alors, j'y viens, du coup, là, à votre expérience. Je parlais d'intimité tout à l'heure, c'est un mot qui m'est venu comme ça, mais je crois que vous allez pouvoir m'en dire deux, trois mots. Personnellement, qu'est-ce que vous avez subi? Qu'est-ce que vous avez vécu? Donc, nous, on a été interceptés dans les eaux internationales par des soldats qui ont pris le contrôle du bateau et qui nous ont amenés jusqu'au port d'Ashdod. Au port d'Ashdod, là, il y a eu les premiers véritables mauvais traitements au-delà de l'arrestation illégale, où en fait on a été mis à genoux. Alors moi, j'étais pas dans la... Je sais qu'il y a une scène qui a circulé sur les réseaux où on voit plein de personnes à genoux avec Ben-Gvir qui prend la parole. Moi, j'ai fait partie des premiers bateaux qui sont arrivés au port et nous, on a été mis à genoux, bras contre le sol, sur du bitume brûlant autour de 13 heures. Et pour moi, ça a été la scène peut-être la plus compliquée parce que je me suis dit, ils étaient quand même assez brutaux dans leur manière même de nous permettre de marcher, en fait. Donc, ils nous prenaient de manière... avec poigne, quoi, et ils nous trimbalaient et puis ils vous jettent au sol et en fait, si vous bougez de quelques centimètres, ils vous hurlent dessus de ne pas bouger. Donc, impossibilité de communiquer avec les autres personnes. Si vous essayez juste de lever la tête pour voir si votre voisin s'en sort, voilà, on vous hurle dessus. Donc, c'est clairement un objectif d'humiliation et d'établir un climat de terreur. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'étais dans les premières ensuite appelées à la fouille. Mais en fait, vous êtes mis exprès dans une situation extrêmement inconfortable où vos muscles vous font mal au bout de quelques minutes, où vous avez les bras qui sont en train de brûler contre le bitume. Et moi, je me demandais juste combien de temps je pourrais tenir. Je pense que ça a duré, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Mais en fait... et ça vaut aussi pour la suite du récit, mais c'est-à-dire que tout ce qu'on vivait, je pense que on a tellement vécu pendant 1 mois sur les bateaux en s'informant sur l'actualité en Palestine, en sachant... moi, j'étais assez ignorante, en fait, sur le sujet en partant. C'est-à-dire que j'étais sensible à la cause du peuple palestinien, sa lutte pour la liberté et évidemment aux images du génocide qui florissaient depuis un certain nombre de mois. Donc, j'avais envie de faire quelque chose de concret. Mais quand pendant 1 mois, vous voyez ce qu'ils sont en train de subir, même quand vous subissez quelque chose qui n'est pas du tout OK, en fait, vous vous répétez en boucle, moi, je sais que ça ne va pas durer longtemps, je sais que je vais finir par rentrer chez moi. Après, vous savez jamais... Il n'y avait pas de doute là-dessus? Donc, vous n'aviez pas peur? Il y a eu des morts en 2010 de personnes... Enfin, voilà. Et là, il y avait un traitement aussi très... On a vu, Ben-Gvir, effectivement, vous traitez de terroristes. Il y a la communication, il y a de l'humiliation, il y a de l'intimidation. Mais il y a quand même de cet ordre-là. Un ministre de la Défense qui disait terroriste, bon... Les scénarios, ils restent ouverts du début à la fin. Bien sûr. C'est des questions de probabilité. Donc, on sait qu'il y a plus de probabilité pour qu'on retourne chez nous sains et saufs. Après, il y a eu quand même des mauvais traitements. Il y a des personnes qui ont été frappées. Il y a des personnes qui ont été isolées. Et puis, de manière globale, je veux dire, on nous a bafoué absolument tous nos droits. On a été mis dans des conditions qui étaient complètement indignes. Nous, on était 10 en cellule pour 5 lits. On n'avait pas accès à la douche. On est sorti le dernier jour 10 minutes. Mais sinon, vous ne sortez pas de la cellule.
Bon, il y a une succession comme ça d'événements d'humiliation, mais je crois qu'il y a quelque chose aussi où on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on est là, et il n'y a pas trop de place pour, j'allais dire, l'auto-apitoiement, ou en tout cas, moi je pense qu'il y a des choses que je réalise maintenant, en fait, avec du recul de la gravité de ce qu'on a pu vivre, et aussi, je pense que je le repolitise d'une autre manière, c'est-à-dire que si on accepte ce qu'on a vécu là-bas, c'est aussi ce qu'on risque par finir par avoir chez nous, en fait, si on ne se réveille pas. Parce que je renoue encore avec les gardes à vue avec Eurolinks pendant que nous, on se faisait intercepter. Mais si on a un pouvoir en place qui est capable de mettre en garde à vue des militants qui essayent de lutter contre un génocide dont lui-même est complice, et que ce génocide, c'est ce qui conduit aussi à ce que nous, on soit incarcérés dans ces conditions-là, si nous, on ne se réveille pas à un moment donné, bien sûr qu'il faut penser à la Palestine, et bien sûr qu'aujourd'hui, je pense que les regards, ils doivent être braqués là-dessus, et sur les milliers de personnes qui sont incarcérées dans des conditions bien, bien plus atroces que celles que nous, on a pu vivre, mais c'est aussi qu'on va finir par avoir la même chose chez nous, en fait. Ça fait partie un peu de la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette fameuse fuite en avant, s'il n'y a pas un frein, d'une façon ou d'une autre, effectivement, les choses peuvent aller dériver vers cela. Hein. C'est ce qu'on entend, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Vous parlez là d'humiliation, de mauvais traitement, on a entendu plein de termes, je ne sais pas quel terme il faut plus. On peut parler peut-être de séquestration. Que ça a duré combien de jours ? Alors nous, on a été interceptés le 1er octobre, incarcérés le lendemain, parce que le temps qu'on arrive au port d'Ashdod, puis à la prison, et on a été libérés le 6 au matin. Sachant que tout le monde n'a pas été libéré au même moment, il y a encore des personnes qui ont été libérées plusieurs jours après nous. Ça dure plusieurs jours, effectivement. Pour un peu finir notre discussion, on se demandait un peu plus tôt à quoi servait vraiment la prison. Là, on a parlé d'Israël, on a parlé de la France, de ce que vous connaissez, de ce qu'on connaît, même si j'imagine que c'est votre première peine de prison, sans avoir été d'ailleurs passé par tout le cheminement pour être condamné. Ah, vous avez été condamné à rien du tout, mais... j'ai envie de poser la question comme ça. La prison, la peine de prison, là, pour le coup, on va revenir un peu en France. Est-ce qu'elle peut être vraiment payée ? Est-ce que la peine, on parlait de la peine en général, même le sens de la peine, vous parlez tout à l'heure du fait que c'est marqué sur votre front quand vous passez en prison, votre famille, le travail, etc. Est-ce que si on reste dans ce cas de figure-là, cette peine de prison peut être payée, en fait, en sortant de prison au bout de 3 mois, 2 ans, 4 ans, ou alors les personnes sont marquées à vie avec ça ? Aujourd'hui, dans le système carcéral qu'on connaît en France, tout est fait pour que les personnes soient marquées à vie, puisqu'il y a vraiment un impensé autour de la sortie de prison. C'est-à-dire qu'on met tout le paquet sur la répression, enfermer les gens entre 4 murs, mais il n'y a absolument aucune réflexion autour de comment on va accompagner les personnes pour qu'ils retrouvent une place dans la société. Donc, à partir de ce moment-là, la dette, elle ne sera jamais payée, puisqu'on va faire payer ça aux personnes qui ont commis une infraction. Ou d'ailleurs, je rappelle, comme il y a 20 000 personnes qui n'ont jamais commis d'infraction, il y a aussi toutes ces personnes-là qui peuvent ne jamais être condamnées potentiellement. Donc, tant qu'on va rester dans cette logique-là, et puis tant qu'on a... En fait, je crois qu'il y a vraiment quelque chose autour du prisme qu'on a sur l'univers carcéral. Donc, à partir du moment où on accepte encore aujourd'hui d'enfermer des personnes dans ces conditions-là, c'est qu'on a une vision de la prison qui n'est pas du tout... alors, soit qui n'est pas du tout celle qu'on devrait avoir, soit qui dit beaucoup de choses du rôle de la prison aujourd'hui, et qu'en fait, la prison aujourd'hui, c'est un outil de vengeance collective. On nous a fait croire qu'on allait établir une justice pour éviter la vengeance individuelle et faire en sorte que les choses se passent de manière équitable, de manière juste, et que effectivement on pourrait payer une dette à la société. Et en fait, aujourd'hui, les conditions d'incarcération, c'est tout l'inverse. Et moi, ce que je trouve quand même très paradoxal, et je pense que j'ai du mal à comprendre que les gens ne voient pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on condamne des personnes, on enferme des personnes, donc soit qui sont condamnées pour ne pas avoir respecté la loi, soit encore une fois qui sont enfermées présumées innocentes. Et pour ça, on les enferme dans des lieux qui eux-mêmes sont condamnés pour traitement inhumain et dégradant. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est quand même fou qu'on se dise la meilleure manière de punir des personnes et de leur faire comprendre les actes qu'ils ont commis pour qu'ils retrouvent une place dans la société, c'est de nous-mêmes, en tant que société, faire quelque chose qui va à l'encontre des droits les plus fondamentaux.
Il y a une réflexion à avoir, effectivement, on l'entend depuis tout à l'heure, et je pense qu'on va finir là-dessus. Je vais vous donner la parole, ce sera à vous qui aurez la dernière minute, les dernières 60 secondes, en vous adressant directement aux gens qui vous regardent ici, cette réflexion qu'il y a sur cette peut-être incapacité collective à imaginer autre chose. Il y a ce désir, peut-être qu'on peut le trouver dans le passage de toutes de ces croyances. On pourrait parler de religion, on n'a plus le temps, on arrive à la fin de notre entretien, mais j'ai l'impression, en travaillant sur ce sujet, pour vous recevoir et pour l'aborder à plusieurs reprises dans mon travail de journaliste, il y a quelque chose de l'ordre de la punition, de la violence, on doit faire mal, et pas l'autre réflexion que cela. Je vous laisse, c'était pas une question, je vous laisse une réflexion que je partage aussi, pour les 60 dernières secondes, à vous adresser aux personnes qui vous regardent pour passer un message éventuel. Alors peut-être pour faire le lien entre la question des prisons françaises et puis la question du génocide par l'entité sioniste, moi ce que je crois c'est que les deux aujourd'hui sont possibles grâce à de la désinformation vraiment à très grande échelle et qu'on essaye de nous faire croire dans un monde capitaliste où tout va toujours plus vite, qu'on n'a pas le temps en fait et que c'est pas la priorité, la sororité, la fraternité et le fait de se battre pour les droits de manière collective. Et je pense que notre pouvoir il réside là. En fait, en essayant de s'organiser collectivement et en refusant cette injonction à l'indifférence et à l'inaction et en montrant bien au gouvernement qu'ils ne nous représentent pas tant qu'ils n'agissent pas pour la volonté populaire et de rappeler en fait indéfiniment quelle est notre volonté populaire. Et je crois que ça doit être et je crois que c'est déjà, si on l'écoute véritablement, de la justice sociale et de l'équité et de la fraternité sororité. Merci beaucoup, Premisov, d'être venu sur ce plateau, le plateau de Reboot aujourd'hui. Merci. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Reboot jusqu'au bout. Retrouvez les entretiens précédents en vidéo sur YouTube et en podcast sur les plateformes habituelles, où vous pouvez d'ailleurs déposer une note, par exemple 5 étoiles, ça ne coûte rien. Venez continuer aussi la discussion dans les commentaires, partagez cet épisode autour de vous et vous abonner sur YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. Bien sûr, c'est gratuit, contrairement, vous le savez, à la production de cette émission. Pour cela, je ne compte que sur vous pour garantir mon indépendance éditoriale à 100%, c'est important. Faites un don libre et mensuel idéalement sur jemil.fr/reboot, le lien dans la description. Je vous rappelle le défi, lancé courant novembre, la production de Reboot le live. Toutes les infos sur le site, vous allez voir, ça va être costaud. On se retrouve donc très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez pas, l'histoire n'est jamais écrite d'avance, on peut toujours la rebooter ensemble. Salut l'internaute.